Saviez-vous que seulement 3% des TPE et des PME utilisent régulièrement l'IA générative d'après une enquête de BPI France? Pourquoi se fausser avec les grands groupes, et surtout, comment le combler? On en discute tout de suite dans un débat animé par la rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud, Laurence Bottero. Alors seulement 3% des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle générative. BPI France a effectivement sorti une enquête qui montre que finalement sur le segment TPE-PME, c'est peut-être encore une technologie qui fait peur. On va en parler avec vous trois. Merci Clotilde Kilikini d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directrice de la clientèle entreprise et membre du COMEX de BCEF BNP Paribas. À vos côtés, Mehdi Ouass, président de Talent. Merci Mehdi d'être avec nous. Et Véronique Turner, bonjour, vous êtes la présidente de Numéum, le syndicat des entreprises du numérique. Peut-être commencer avec vous, Véronique Turner, sur ces chiffres qui montrent que finalement, l'intelligence artificielle et puis l'intelligence artificielle générative fait encore peur aux petites et moyennes entreprises. Alors c'est vrai, je pense que les chiffres parlent. Il y a eu pas mal d'études. Là, tu cites l'étude de la BPI, il y a celle de France Num aussi. Talent a fait une étude. Clairement, en fait, les toutes petites entreprises, elles s'y mettent pas encore. Il y a quand même une progression, puisque moi j'avais un chiffre de France Num qui disait qu'il y avait 13% en fait des TPE, PME qui s'y mettaient, et c'était 4% l'année dernière. Donc il y a quand même une croissance importante. Il y a une grosse disparité de secteurs entre les entreprises. Quand on regarde dans le secteur du numérique, le secteur que je représente, on est aujourd'hui à plus de 80% de nos adhérents qui utilisent l'IA, donc y compris des acteurs de petite taille, puisque Numéum, c'est 2500 entreprises, c'est plus de 1000 PME, TPE. Donc on a quand même aujourd'hui dans le secteur du numérique un fort engouement. On est un peu quand même en première ligne sur ces sujets, mais nos entreprises ne sont pas toutes des spécialistes de l'IA. Et puis on voit que par exemple dans des secteurs comme l'agriculture, ça va être 4%. Donc il y a une très grosse disparité. On a fait une étude là qui va sortir en décembre, donc je peux donner quelques petits éléments qui sont plutôt sur les ETI, puisque là on parlait des PME. Sur les entreprises de taille intermédiaire, on voit qu'il y a une maturité un peu plus forte, on est plutôt autour de 38% en termes d'usage dans les ETI. Le petit point sur les ETI, c'est qu'aujourd'hui on voit qu'un CEO d'une ETI va voir l'intérêt de l'IA comme un outil d'optimisation. Donc c'est peut-être ça qui manque encore au TPE-PME. Voilà. Et je pense que l'ensemble de cette chaîne, que ce soit la TPE ou l'ETI, elle doit prendre conscience que, évidemment, c'est un outil d'optimisation, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être un vrai game changer dans les modèles économiques. Et c'est surtout, à mon avis, si on peut en discuter après, ce point-là qu'il faut que ce soit le point d'inflexion. On va également revenir sur l'idée des secteurs, parce que le ministre Antoine Armand, tout à l'heure, a dit quelque chose d'intéressant. Mais je voudrais entendre Clotilde Kilikini sur j'allais dire ce défi pour les petites entreprises d'aller vers des technologies qui leur paraissent peut-être encore obscures, en tout cas de ne pas savoir comment les prendre et les adapter dans leur entreprise. Alors c'est vrai que je me disais en vous écoutant que les ETI ont des DSI, les PME et les TPE n'ont pas de DSI, donc elles ont besoin pour le coup d'être accompagnées. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas quand on est banquier, que le travail c'est de regarder quel est le modèle économique d'une entreprise et comment je peux l'accompagner. Il y a ceux qui prendront le pas et qui feront des gains de productivité ou qui feront des gains d'efficacité ou qui auront un time to market. On pourra en reparler. Moi, j'ai des exemples où l'IA permet de gagner un temps considérable en time to market par rapport à ses compétiteurs. Et c'est ça le sujet, en fait. C'est quelle que soit la taille, est-ce que je peux me passer d'une technologie qui va me permettre d'être compétitif ou finalement d'avoir un avantage dans le time to market qui peut me permettre de gagner des marchés. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous dire, mais c'est vrai que les TPE-PME, sans DSI, l'enjeu d'accompagnement est très très fort. C'est ça, Mehdi Ouass, qu'il faut, c'est changer le regard et en fait l'appréhension qu'on peut avoir de la technologie. C'est un axe. Alors, ma première réflexion, c'est de dire que moi je ne suis pas choqué. 3%, c'est pas beaucoup, mais ça démarre. Je veux dire, là, c'est presque un chiffre logique, vous voulez dire. Pardon ? C'est presque un chiffre logique. C'est presque un chiffre logique. Il sera illogique s'il est conservé l'année prochaine. Si par contre, l'année prochaine, on passe de 3 à 30, et c'est ce que je pense, là, on se dira, c'est normal, il fallait le temps.
Après, pourquoi ça a démarré d'abord dans les grands groupes ou dans les ETI? Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, on a bien compris que c'était des algorithmes et de la data, il faut avoir les infrastructures qui sont prêtes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une architecture de données qui permettent de mettre en place des algorithmes et de les organiser. Et en clair, donc, il faut avoir fait la première étape, la numérisation, la digitalisation. Et cette étape, elle a été très fortement engagée dans les grands groupes, dans les ETI, naturellement accéléré après le Covid, parce qu'on s'est aperçu que c'était nécessaire et important. Et donc aujourd'hui, on va dire que toutes ces entreprises ont tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers l'IA. Et là, on commence à comprendre en fait que l'IA, c'est pas quelque chose de imaginaire et que ça va aider à améliorer l'efficacité, la résilience et nous permettre de faire un pas de côté pour l'innovation. Quand on descend de 2 crans, eh bien aujourd'hui, les TPE, PME ont 2 barrières à franchir. La première, c'est une barrière légitime qui est la peur et la crainte. C'est une technologie qui risque de tuer mon entreprise. Et si ce n'est pas tuer mon entreprise, c'est peut-être tuer mon emploi. Donc il faut se dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle, certaines études assez sérieuses montrent qu'elle va détruire des centaines de millions d'emplois à horizon 2035. Par contre, d'autres études aussi sérieuses montrent qu'elle va aussi créer des centaines de millions d'emplois à horizon 2035, ce qui veut dire que ce qui va nous intéresser, c'est le solde net. S'il est positif, on est dans la bonne direction. S'il est négatif, on est dans la mauvaise direction. On va considérer qu'il est positif, on est dans la bonne direction, mais ça veut dire que celui qui va perdre son emploi ne va pas le perdre parce que son entreprise était en difficulté, il va le perdre parce que son emploi disparaît. Et il faut qu'il se reconvertisse. Donc il y a tout ce cheminement logique qu'il faut que ces petites entreprises fassent. Et le travail collectif, naturellement, là aussi, de l'État, des grandes banques qui accompagnent ces PME, qui les amènent à prendre conscience que quelque part, le train est parti et qu'il vaut mieux être dedans pour garantir son arrivée à destination. Il a déjà commencé il y a 18 mois. Je pense que ça commence à être de plus en plus mature. Et puis surtout, les produits se démocratisent. Parce que les produits, ChatGPT, on a l'impression que ça fait 15 ans, mais on n'a pas encore bouclé la 2e année. Et ChatGPT, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on a mis l'intelligence artificielle, rappelons-le, que l'on utilise depuis plus de 60 ans, à disposition de tout le monde. Et à un prix très abordable. Donc, ces phénomènes-là vont s'accélérer. Moi, je pense, avec assez forte conviction, que ce pourcentage va fortement augmenter, mais il ne pourra pas augmenter si ces entreprises ne sont pas accompagnées. Parce qu'à l'inverse des grands groupes ou des ETI, qui ont des équipes internes qui peuvent réfléchir, choisir et mettre en place, les petites entreprises ont besoin de passeurs de colle. Et là, le travail qui était en train de réaliser dans le syndicat Nouméum est formidable, parce on démarre un tour de France de l'IA, justement, pour aller expliquer les enjeux liés à ces nouvelles technologies. On va revenir peut-être au cas d'usage après, mais il y a peut-être une question qui n'est pas forcément beaucoup abordée. La directrice France de Salesforce donnait une interview à la Tribune le dimanche dernier et disait mais il y a aussi peut-être la crainte des entreprises que ce soit une espèce de bulle. Et donc en disant je n'y vais pas encore parce que c'est une bulle. Peut-être Clotilde Kilikini, puis après Véronique et Mehdi. Moi, je ne sais pas si on peut parler d'une bulle. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la data, je crois que quel que soit le secteur d'activité, avoir la data, effectivement, la posséder, la conserver proprement, la mettre dans les bonnes architectures, c'est un moyen incontournable. Vous parliez tout à l'heure du pilier d'une maison, enfin, c'est les fondations. Aujourd'hui, les data, quel que soit le business, c'est vraiment fondamental. Peut-être que l'IA générative, on peut se dire qu'il y a beaucoup de discussions sur l'IA générative dans la banque. Par exemple, tout ce qui concerne la noce de synthèse automatique, la rédaction de compte rendu, la rédaction d'analyse, c'est important. Mais déjà, avant tout ça, l'IA tout court est un socle qui, moi, je pense, transcende tous les domaines d'activité, qu'on soit dans l'industrie ou dans les services, et qui est un socle qui, aujourd'hui, est incontournable. Si une entreprise n'est pas digitale, si elle ne maîtrise pas son destin en ayant des données propres et solides, elle ne sera pas compétitive.
Ça aussi, on va revenir sur ce sujet. Véronique Turner, la bulle, est-ce que c'est quelque chose qui est craint par les TPE-PME? Je pense que c'est bien de le dire, d'en parler, parce que je pense qu'il peut y avoir une crainte qu'à un moment donné, ce soit un buzz technologique, comme il y en a parfois en fait dans notre secteur. Non, là, je crois qu'il faut que l'ensemble des entreprises prennent conscience que c'est maintenant qu'elles doivent se saisir en fait des opportunités offertes, des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, que ça ne concerne pas que certains secteurs d'activité, certaines tailles d'entreprise. C'est toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité qui doivent s'intéresser au sujet. Et après, en fonction de son secteur, en fonction de sa taille d'entreprise, il y a un chemin qui n'est pas tout à fait le même. On en a parlé, évidemment, quand on est un très grand groupe, on va peut-être beaucoup plus investir sur de l'innovation de rupture. Quand on est une PME, on va être plutôt sur des cas d'usage, d'optimisation. Mais en tout cas, l'ensemble de l'économie aujourd'hui doit se saisir en fait de ce sujet. Et il y a une course aujourd'hui technologique très forte, et donc je crois qu'un événement comme ça, il est majeur parce qu'il permet à l'ensemble des acteurs de prendre conscience de cette rapidité, de cette révolution technologique. Donc il faut y aller vite. Évidemment qu'il y a des craintes, tu l'as dit en fait Mehdi, il y a des craintes aussi en termes d'éthique. Évidemment, il y a des craintes de dire je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon entreprise, mais on se pose aussi des questions sur l'éthique. On a des valeurs en Europe. Oui. Ce sont des réflexions globales en fait qui interrogent. Exactement. Il y a des sujets autour de la souveraineté. Là, on parle d'une course sur la compétitivité, mais il y a aussi un sujet de souveraineté, c'est-à-dire que on a un plan qui est en Europe de numériser notre économie, et on sait aujourd'hui, le rapport Draghi l'a monté. Je ne vais pas en reparler parce qu'il y avait une table ronde qui était dédiée à ça. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe décroche en termes de compétitivité et de productivité. Une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'est notre retard qu'on a pris sur la numérisation de notre économie. Donc là, il faut qu'on rattrape. Mais si on numérise notre économie qu'avec des solutions qui sont extra-européennes, ça sera un problème de souveraineté. Donc on doit aussi soutenir l'émergence de champions européens. Mehdi Ouest. Alors sur la bulle, moi j'ai connu la bulle Internet, et la bulle Internet a explosé parce que à cette époque-là, on a eu une promesse que la technologie n'a pas su tenir. Ouais. Et la technologie était en retard, elle n'était pas prête, et la promesse était beaucoup plus grande que ce que pouvait faire la technologie. Aujourd'hui, clairement, on a des technologies qui sont matures et qui sont en avance de toute notre imagination. Il n'y a rien que l'on puisse imaginer qu'on ne sache pas réaliser. L'intelligence artificielle, c'est le croisement de trois forces. Il faut une puissance de calcul. Elle a été multipliée par plusieurs centaines sur ces 20 dernières années. Juste pour illustrer, l'ordinateur qu'on a dans notre portable a la puissance de l'ordinateur utilisé par la NASA il y a 60 ans pour envoyer la première fusée dans le monde. La différence, c'est qu'il ne tenait pas dans cette pièce, et il valait plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, il tient dans notre téléphone portable et il vaut moins d'un euro. Donc ça, c'est la puissance de calcul, et elle est à portée de tout le monde. Tout le monde peut l'avoir. La deuxième chose, c'est les algorithmes. Ça, les algorithmes, on les a depuis les Grecs, et c'est de l'intelligence. Et à la limite, l'intelligence, c'est ce qui est sans doute le plus réparti. Et la troisième chose, c'est les datas. Et les datas, elles sont en masse depuis 2008-2009, pas les subprimes, mais l'avènement du smartphone et l'avènement des réseaux sociaux et de l'open data, qui donne et met à disposition de toutes les entreprises des données suffisamment en masse pour pouvoir entraîner les algorithmes. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, la technologie de l'IA, c'est qu'est-ce que je mets dans l'algorithme et qu'est-ce que je mets dans la data. Si je n'ai pas suffisamment de data, il faut que je fortifie mon algorithme. Si j'ai à ma disposition énormément de data, eh bien, je fais de la GNA, c'est-à-dire je fais un algorithme basique et je le laisse apprendre. Mais tout ça, c'est parti. Donc, est-ce qu'il y a une bulle? La réponse, elle est clairement non. On est dedans, on avance. Alors, il y a des problématiques d'éthique, il y a un modèle américain, il y a un modèle chinois. Je suis, comme Véronique, persuadé qu'on doit affirmer un modèle médian, européen, j'espère français, où on va utiliser cette technologie en mettant l'éthique en premier plan, une technologie utilisée de manière humaniste pour l'humain, et puis aussi pour rendre aussi le monde meilleur, c'est-à-dire avec un impact écologique fort, parce que c'est une technologie qui est énergivore. Maintenant, on peut aussi la réaliser avec plus d'économie si on prend en compte ce sujet-là en amont. Voilà.
Peut-être pour arriver à ce que vous dites et à avoir une souveraineté à minima européenne et espérons-le française, le ministre tout à l'heure parlait de cas d'usage et d'aller finalement sur le terrain expliquer aux TPE-PME comment utiliser. Il disait aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a tendance à voir l'applicatif par secteur en disant, bah voilà, par exemple dans les services, oui, effectivement, c'est très utilisé. Ça l'est beaucoup moins dans la construction, je crois que c'est 4% uniquement dans la construction. Mais de dire, il ne faut pas regarder les secteurs, il faut regarder les cas d'usage. Est-ce que c'est vraiment ça la solution, Véronique Turner ? Je pense que pour les entreprises aujourd'hui, en effet, pour accélérer, il faut qu'une PME, elle comprenne quel est son cas d'usage, comment en fait elle va gagner en compétitivité, comment elle va développer son marché. Donc c'est tout le sens du sommet Action AI Summit qui va accueillir la France les 10 et 11 février. On a entrepris, tu avais dévoilé l'information, Mehdi, on a entrepris avec le MEDEF un tour de France de l'IA pour justement aller sensibiliser l'ensemble des acteurs économiques, toute taille, tout secteur, à des cas d'usage. Donc ce tour de France, il a démarré il y a quelques semaines à La Réunion, à Saint-Denis, c'est assez emblématique de le faire dans les DOM. Et puis là, il suit son chemin. Donc toutes les semaines, on a 2-3 villes en France où on va en fait faire un regard croisé entre une entreprise numérisée, donc qui va utiliser l'intelligence artificielle, et une entreprise numérisante qui va être en capacité de l'accompagner et qui va expliquer un petit peu le chemin d'accompagnement. Ça, c'est essentiel qu'on fasse ça partout dans le territoire, avec un regard vraiment sur des cas d'usage, qu'on ne reste pas uniquement sur de la théorie, sur les grands principes. Bien évidemment qu'il est majeur de comprendre comment ça fonctionne pour tuer des fantasmes, mais maintenant il faut aussi qu'on s'approprie concrètement ces cas d'usage pour que les entreprises en tirent vraiment un bénéfice. Pour une PME, une TPE, c'est essentiel en fait qu'elle soit concentrée sur du cas d'usage. Claudine Kilikini, oui, Mehdi après. Ou Mehdi maintenant, allez-y. L'intérêt du cas d'usage, c'est que ça met en exergue le retour sur investissement. Mettre en place de l'intelligence artificielle, ça nous sort de nos zones de confort. Il faut qu'on fasse différemment, il faut qu'on fasse avec des outils qu'on n'a pas forcément, sur lesquels on n'a pas forcément une maîtrise. Si ça sert à rien et si ça fait rien gagner, donc le cas d'usage démontre assez rapidement que la mise en place d'une intelligence artificielle sur un maillon de la chaîne peut faire gagner en efficacité très rapidement. Et montrer l'utilité tout de suite finalement. Oui. Et la deuxième chose, c'est que il y a un enjeu assez fort en France dans notre industrie, parce que notre industrie, c'est pas que des grands groupes, c'est bien sûr des grands groupes qui lead, mais c'est énormément de petites et moyennes entreprises qui sont les sous-traitants de ces grands groupes. Je pense qu'on a raté le virage de la robotisation dans les années 90 qui a vu notre industrie prendre une pente négative assez forte, là où les Allemands ont pris ce virage-là et ont redoré leur industrie. Il ne faut pas que notre industrie rate le virage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'utilisation de technologies telles que la blockchain, l'utilisation du big data, l'utilisation d'algorithmes pour mettre en place du prédictif et donc éviter la rupture dans les chaînes de production est fondamentale et elle intéresse les petites structures. Donc c'est très important de les éduquer et puis de leur dire que maintenant les produits sont à leur disposition et que ces produits-là ne sont pas des produits qui sont exclusivement consacrés à des grands groupes qui ont la capacité de les comprendre, de les intégrer et surtout de les maintenir. Le retour sur investissement, c'est peut-être ça. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un client que j'ai vu il y a 3 semaines, qui est une PME, grosse PME, mais PME, qui travaille dans le packaging pour des grands donneurs d'ordre, plutôt dans le domaine du luxe. Et qui en fait a digitalisé son activité depuis déjà quelques années et qui en fait a fait un entraînement de modèle, enfin je ne sais pas si j'ai les bons termes, mais qui a modélisé quelque part le cahier des charges du client qui voulait adresser un marché asiatique. En temps réel, il a produit un modèle de packaging qui était à la fois adapté en termes de capacité du contenant, mais également le design, toute l'écriture, pour capter un marché étranger en particulier. Et quand le client a validé en direct le modèle qu'il retenait, ça lui a dit capacité de production 15 jours. La réponse était immédiate. Ses compétiteurs pendant ce temps-là sont venus voir avec des épreuves. Le client a fait des modifications, ils ont repris rendez-vous. Donc un time to market qui n'a rien à voir. Cette PME, elle devient une ETI parce qu'elle a capté un marché international auprès de grands donneurs d'ordre. Voilà. L'exemple est très parlant en tout cas. Peut-être rapidement, tous les trois, le principal chantier qu'il faudrait ouvrir aujourd'hui, ce serait quoi pour atteindre une souveraineté européenne ou française? Mehdi?
Je pense qu'il faut continuer à investir dans des... alors, on va arrêter de se flageller, Xavier a la raison, on n'a pas suffisamment investi, 10 fois moins que les États-Unis, 5 ou 6 fois moins que les Chinois, peu importe. On a raté un certain nombre de batailles qu'on a perdues. Il y en a une aujourd'hui qui est devant nous, c'est l'IA. Il faut vraiment qu'on la prenne à bras-le-corps et qu'on diffuse. Alors, je pense que l'État a un rôle modèle à jouer et l'État doit faire ce premier pas pour réellement digitaliser son administration, pour mettre en place tous ces outils d'efficacité et s'adresser à son tissu industriel qui va monter en compétences. Ça, c'est des défis dans la santé, c'est des défis dans l'éducation, c'est des défis dans l'écologie et c'est des sujets que les entreprises n'ont pas à adresser et qui sont très fortement porteurs de progression dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui pourraient générer des compétences exceptionnelles dans notre corps de métier. Donc il faut réellement que l'État accélère et puis il est gagnant, c'est-à-dire que c'est là qu'il va générer les économies plus que dans les taxes ou dans l'augmentation des impôts, de mon point de vue. Le chantier principal, peut-être Claudie Kidikini, puis après Véronique Turner. Chantier principal, moi j'ai le sentiment qu'on a toutes les compétences entre les sociétés de conseil, entre les organisations qui poussent, des sociétés, vous avez vu, on a quand même quelques leaders de l'IA en France, il y en a certaines qui sont intervenues. Les financements sont là, moi j'en profite pour le dire, donc on a tout pour faire. Maintenant, il faut y voir, définir les cas d'usage, voir ce qui relève de la compétitivité, ce qui permettent de gagner de la productivité et faire des choix. Mais ces choix, je crois qu'il faut les faire rapidement, effectivement. Véronique Turner. Ouais, si on veut parler vraiment du sujet de souveraineté, on ne peut pas l'adresser sur un sujet français. Il faut qu'il soit vu à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut faire émerger des champions industriels qui sont européens, comme on a pu le faire dans le spatial. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que ce champion, il ne soit pas forcément français, il sera peut-être polonais. D'accord. Donc ça, je pense, c'est un enjeu majeur si on veut rester dans la course, si on veut que la France, mais c'est en fait l'Europe, reste sur cet échiquier international des technologies qui est nécessaire si on veut re-rentrer dans la course de la compétitivité. Donc, moi, je ne suis pas du tout négative, pessimiste, mais je pense qu'il y a quand même un chantier qui est important à adresser au niveau européen. Aujourd'hui, on est quand même 27 pays, pas toujours coordonnés sur ces sujets-là. Moi, je le vois, on travaille beaucoup avec nos homologues européens, les équivalents de Numéum. Bon, on voit qu'on n'est pas toujours quand même très alignés sur tous les sujets. Il y a des sujets, par exemple, sur le fait de protéger nos données de l'extraterritorialité. C'est un sujet sur lequel, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous alignés. Donc, il y a besoin de jouer collectif au niveau européen. Ensuite, il y a besoin de financement. C'est vrai, il y a de l'argent, mais ça ne peut pas être raisonné de nouveau à l'échelle française. Il faut raisonner à l'échelle européenne. Il y a un élément, il y avait quelques jours, c'était au Collège de France, il y avait du coup une table ronde sur justement le futur de la compétitivité européenne avec Mario Draghi et Emmanuel Macron. Et ça m'a frappé de me dire qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, l'innovation et notamment la recherche fondamentale, qui est vraiment important, il faut investir fortement là-dessus. Dans les pays anglo-saxons, c'est 70% qui viennent du privé, 30% du public. En Europe, c'est l'inverse. Donc je pense qu'il faut aussi rééquilibrer, aller chercher des fonds privés. Si on veut regagner en compétitivité, en souveraineté, il faut qu'on investisse en Europe et il faut qu'il y ait un meilleur équilibre entre le public et le privé. Merci à tous les trois. On espère que ça a donné envie aux TPE-PME de regarder l'IA générative plus volontiers.